Bienvenue à tous donc pour cette 5e séance du SOCOSMA, le séminaire d'observation de la crise Covid-19 dans les sociétés du monde arabe, séminaire commun au Centre de recherche en sciences humaines du réseau français, CNRS, ministère des Affaires étrangères, les UMIFRE, travaillant sur le monde arabe. Monté à l'initiative du CEFAS, centre spécialisé sur la péninsule arabique, il regroupe le centre Jacques Berck de Rabat, l'IRMC de Tunis, le CEDEJ du Caire et le CEDEJ Khartoum, l'IFPO à Beyrouth et le CEFAS. Cette 5e séance se tient sous l'égide de l'IRMC à Tunis avec 3 intervenants, Wassila Saïdia, directrice de l'IRMC, Jamie Furnis et Marwan Taleb. Je voudrais préciser certaines modalités de fonctionnement. Cette séance est enregistrée et la vidéo sera placée sur une chaîne YouTube créée à cet effet par le CEFAS. Afin que l'enregistrement soit le plus propre possible, il est impératif que vos micros demeurent fermés pendant tout le temps des interventions, puisque le logiciel Zoom met en premier plan toute personne qui parle. Je vous demande donc d'absolument laisser vos micros fermés jusqu'à ce que les intervenants aient achevé leurs exposés. Par la suite, nous pourrons passer aux questions. Pour ceci, il n'est pas possible que tout le monde pose une question ou fasse une remarque. Je vous demande de signaler vos demandes d'intervention par écrit en utilisant la fonction converser du programme et la fonction lever la main. La parole vous sera donnée dans l'ordre d'inscription et selon votre domaine de travail pour cette séance consacrée à la Tunisie, priorité aux chercheurs de la zone Maghreb, puis les autres aires géographiques et domaines de recherche. Lorsque vous poserez une question, c'est votre caméra qui sera enregistrée. Poser une question avec caméra allumée équivaut donc à accepter que votre image soit diffusée. Si vous ne le voulez pas, vous devrez alors éteindre votre caméra, mais il est fort désagréable pour un intervenant de parler à un fond noir ou à une photographie. Je laisse maintenant la parole à Laurent Bonnefoy. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après cette coupure estivale qui a fait du bien aux uns et aux autres, j'imagine. Je voulais simplement assez brièvement rappeler peut-être l'intérêt scientifique et l'intérêt humain de poursuivre ce séminaire sur le temps long. Intérêt humain déjà, parce que c'est vrai que c'est une occasion qui, somme toute, est assez rare pour les humifres de eh bien, se mettre en synergie, comme on dit, de faire parfois connaissance. C'est vrai qu'on constitue un réseau, mais on ne se connaît pas tous. Et là, c'est une occasion qui est quand même intéressante, je pense. Et puis ensuite, sur le plan conjoncturel, se rendre compte que eh bien, les circonstances actuelles nous poussent d'une certaine manière à travailler souvent en télétravail, à être bloqué chez soi parfois du fait de quatorzaine, et qu'il y a un atout là à finalement travailler tous ensemble. Et sur le plan scientifique, et là c'est la question de la temporalité qui me semble importante et qui explique la pertinence en fait de poursuivre au-delà du moment spécifique de la pandémie. Eh bien, c'est qu'on perçoit bien que finalement, beaucoup de choses se jouent sur un temps ou une temporalité qui est beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pu penser initialement. On n'est pas seulement dans de l'actualité, mais il y a tout un tas de questions, de problématiques qui finalement se précisent et émergent. Et on est bien face à un objet scientifiquement solide et qu'il faut construire, et pas seulement la réaction à une forme d'actualité, je dirais, chaude. Je prendrai deux exemples qui montrent bien combien cette temporalité elle est importante. La première, c'est celle qui peut-être va être abordée pour ce qui concerne la Tunisie, c'est celle finalement des succès et des échecs, ou bien le sentiment que eh bien, certains pays, certaines régions ont pu un temps échappé ou avaient mené on perçoit échappé à la pandémie, on perçoit que c'est pas forcément le cas et qu'il y a bien des développements qui sont à appréhender finalement à plus long terme. L'autre question, c'est peut-être celle
du rapport aux chiffres. Alors, c'est quelque chose qu'on avait évoqué lors de la deuxième séance avec l'Institut Jacques Berck au Maroc, et bien de se rendre compte que finalement, les États qui avaient peut-être investi énormément de communication autour des chiffres pour présenter finalement une approche qui est qui se voulait comme étant scientifiquement solide de ces chiffres-là, eh bien, on basculait vers d'autres types d'approches et aujourd'hui, je dirais, mettre les chiffres sous le tapis ou cherche à finalement les faire dire autre chose. Ainsi, il me semble important, comme je le disais au début, de bien considérer que le temps long est quelque chose qui finalement est intéressant et que cette problématique-là de la gestion par les sociétés et par les États de la pandémie est finalement une problématique qui devrait nous occuper pour les mois et peut-être les années à venir. Et c'est finalement une invitation aussi aux différents instituts à continuer à faire des propositions. On a toutes les raisons de penser qu'on va continuer à travailler ensemble. Je vous remercie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Wassila, je crois, qui va introduire la séance de l'IRMC. Et qui va également présenter le livre qui a été édité par l'IRMC, cet ouvrage collectif. Tout à fait. Alors d'abord, bonjour à tous les collègues qui nous ont rejoints. Moi, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous. Je n'avais malheureusement pas pu être présente pour la séance sur Rabat parce que j'étais en réunion, j'enchaînais beaucoup. Et donc, merci une fois de plus au CEFAS d'avoir eu cette initiative de tous nous réunir dans ce séminaire qui nous permet ainsi, enfin, j'ai envie de dire, d'être réellement connectés les uns aux autres. Et c'est vraiment très, très, très enrichissant. Alors peut-être très rapidement, montrer la couverture de l'ouvrage pour ceux qui ne l'auraient. Ah ben oui, c'est bien la peine, c'est à l'envers, donc ça ne sert à rien. C'est pas grave. Je pense qu'on a dû envoyer, vous avez sûrement dû recevoir la couverture, la 4e, ainsi qu'une présentation différentes contributions. Je voudrais peut-être très rapidement expliquer la genèse de ce projet, qui est un projet collectif. Bien, nous sommes le 13 mars. Je viens de fermer la bibliothèque au public. Le 16 mars, j'explique à toutes mes équipes que les personnes les plus fragiles doivent quitter l'IRMC et aux chercheurs qui doivent rester chez eux. 2 jours après, je reste avec une seule collaboratrice à l'IRMC, je mets la clé sous la porte et puis là, c'est le saut dans l'inconnu pour tout le monde. Alors très vite se pose pour moi une question assez fondamentale, celle de continuer de faire équipe dans un contexte complètement nouveau. On ne sait pas où on va, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer et je me dis comment essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir maintenir le contact avec toute l'équipe de l'IRMC. Donc, c'est dans ce contexte-là que finalement émerge l'idée de se dire si on se mettait tous à travailler sur un objet commun à partir de différentes disciplines et sur un temps donné dont on ne sait pas où il va nous mener. Je prends contact ainsi avec les collègues de l'équipe, donc à peu près une dizaine de personnes, je vais tous les nommer, qui acceptent de se lancer un petit peu dans ce pari, de se dire je leur fais même pas un service après-vente, je fais un service avant-vente en leur disant voilà, et si vous regardiez depuis votre point de vue, depuis vos axes de recherche ou pas, ce qui est en train de se passer pour essayer de nous en proposer une lecture sous forme non pas d'un article scientifique parce que vous n'avez pas accès au terrain, parce que ce n'est pas possible de le faire dans ces conditions-là, mais pourquoi ne pas imaginer un nouveau format qui serait celui de la chronique. Alors, nous ne sommes pas des journalistes, donc nous ne pouvons pas écrire comme des journalistes, nous ne pouvons pas non plus faire un article scientifique. Essayons de créer quelque chose d'intermédiaire qui nous permettra d'avoir une première lecture, une première approche. Alors, à partir de là, c'est avec tout le background de chacun que chacun se saisit d'un certain nombre de thèmes. Il faut savoir que je n'ai imposé aucun thème parce que je n'allais pas rajouter de la contrainte à la contrainte et puis surtout parce que je demeure convaincue, parce que je suis moi-même chercheur, que c'est le chercheur qui est le mieux placé pour savoir quelle est la thématique qui est la plus intéressante, la plus pertinente.
À partir de là, donc, accepte de participer, je lis Qmar Bendana, qui est historienne, Mohamed Slim Ben Youssef, qui est sociologue du politique et qui est doctorant à l'IRMC, Jamie Furnis, anthropologue, Khaled Jomni, qui est notre documentaliste, parce que dès que la crise, le Covid a commencé, j'ai contacté notre documentaliste en lui disant, s'il vous plaît, Khaled, faites-moi une chronologie, de ce qui va se passer, faites-moi une revue de presse. Alors, je vous annonce que la revue de presse va être mise en ligne à la disposition de tout le monde. Khaled a fait un travail énorme. Vous aurez un document dans lequel tous les articles vont être tapés, plus le lien pour pouvoir y accéder. Mais comme on sait, et c'est l'historienne qui vous parle, que ces liens finissent par disparaître, eh bien, l'article est reproduit intégralement, in extenso, et tout ceci sera bien sûr à la disposition de tout le monde sous forme de PDF. Donc, je sollicite Khaled, Monia Lacheb, qui est socio-anthropologue, qui est chercheur détaché de l'Université tunisienne à l'IRMC, Marta Luceno Moreno, qui est une de nos chercheurs associés, qui est spécialiste d'Infocom, Raoula Matri, sociologue de l'Université de Sousse, qui est chercheur associé aussi à l'IRMC, Claude Prudhomme. Alors, Claude Prudhomme, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est mon directeur de thèse, mon garant d'habilitation. Il fallait que j'exploite quelqu'un. Et la meilleure des personnes à exploiter, forcément, c'est son directeur, son directeur de thèse. Et Claude propose donc cette fois-ci, lui, une chronologie mondiale de la pandémie qui est disponible dans l'ouvrage et une chronologie de la sortie de crise. Donc ça, ce sont des éléments qui sont en parallèle des chroniques. Je continue. Betty Roulant. Betty Roulant, à l'instar de Jenny, est chercheur de l'IRMC sur support du ministère des Affaires étrangères. Elle est géographe. Bon, voici la Saïdia, on est d'accord. Et Marwan Taleb. Alors, c'est ce collectif de 10 personnes qui va se lancer dans cette aventure. Alors, avec quelque chose de particulier pour Claude, qui doit donc rassembler des données pour constituer une chronologie de la pandémie mondiale et de sortie de crise, mais ça, quand ça va arriver. Khaled, qui est le documentaliste, et puis 8 chercheurs de l'IRMC. C'est donc sous forme de chronique. La commande est simple, des textes allant de 5 000 à 10 000 caractères sur le sujet qui leur conviendra. Et j'instaure un système de Noria qui fait que chacun sait qu'il a à peu près 3 semaines pour rendre un texte, sauf les tout premiers. Et chaque semaine, je reçois 2 textes dont je fais l'édition scientifique. Pendant une semaine, on échange avec 2 auteurs. On met au propre notre texte. Le texte est transmis, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire à ce moment-là, à notre responsable des publications qui le met au propre. Et clairement, vers la fin du mois de mars, je me dis pourquoi est-ce qu'on ne le publierait pas. Je prends contact avec les éditions Nirvana qui acceptent de se lancer dans ce projet. Ils récupèrent quelques chroniques, ils trouvent que c'est intéressant et nous voilà entraînés jusqu'à quasiment le 20 ou le 22 mai où des chroniques m'arrivent toutes les semaines, 2 par semaine, qui sont mises au propre, édition scientifique, édition tout court, de manière à ce que tout soit prêt pour fin du mois de mai. Et là, on renvoie tout à l'éditeur. On fait aussi la mise en page. Donc, c'est Besma Ourayed, Alexia, Humbert, qui sont au service publication, qui s'en occupent. On va prendre contact avec Nirvana et l'ouvrage sort dans les bacs le 20 juin. Donc, une histoire très rassemblée, dans laquelle j'ai beaucoup persécuté mes chercheurs, mais je pense qu'ils auront enfin la possibilité de se plaindre devant tout le monde et vous expliquer aussi ce que ça a pu leur apporter. À titre personnel, eh bien, ça a été pour moi une aventure remarquable parce qu'on a pu tisser des liens très proches, beaucoup plus proches finalement avec les chercheurs. Un défi, celui de travailler sur un objet unique à partir de disciplines différentes en un temps donné dans un contexte quasiment spécifique. Donc, il fallait vraiment qu'on a pu faire équipe. Alors, bien sûr, c'est au-delà de cette réunion, de cette relation bilatérale, nous avons organisé aussi des réunions Zoom parce que tout a été décidé en commun, le titre, le choix de la couverture. Bref, on a pu reconstituer dans un autre temps et autrement notre cellule de l'IRMC. Alors oui, c'est à la fois un texte, et ça s'appelle bien « Vivre au temps du Covid-19 », sous-titre « Chronique de confinement, regard de chercheurs depuis la Tunisie », mais toutes les personnes qui liront le texte se rendront compte qu'au-delà du texte, du cadre tunisien qui sert de base, parce que les chercheurs ont un terrain, on se rend bien compte que les grandes thématiques qui traversent cet ouvrage sont des thématiques que l'on va rencontrer
partout. Il va être question de continuité pédagogique, il va être question de violence faite aux femmes, il va être question de migrants, il va être question, enfin, toutes ces grandes thématiques par l'entrée, oui, de la Tunisie, mais avec une réflexion qui dépasse largement le cas tunisien. Ce livre est sorti. Nous envisageons d'organiser à l'automne un séminaire pour pouvoir approfondir. Et bien évidemment, Laurent, moi, c'est l'historienne que je suis, donc l'événement, c'est une chose, mais ce n'est pas rendre ni l'actualité, ni l'événement, mais proposer une réflexion de chercheurs à partir d'un événement. Et c'est cette richesse, parce qu'on a quand même des chercheurs, à l'exception de notre doctorant, mais qui est d'une très grande maturité, qui sont sur des terrains sur lesquels ils travaillent depuis 10 ans. Donc, ils ne les regardent pas et ce qu'ils analysent va au-delà du simple événement. J'annonce aussi, et puis là, je pense que ça va être vraiment ma dernière phrase pour laisser la parole à Marwan et à Jenny, la version arabe devrait sortir d'ici la fin du mois. Donc, on a une édition en langue arabe qui est quasiment, enfin, les textes est arrivé aujourd'hui. On va les diffuser auprès des chercheurs pour qu'on puisse chacun relire son texte. Et voilà, donc en moyenne, 3 contributions par chercheur. Un ouvrage organisé en mois d'avril, mois de mai, une introduction qui plante le décor et une espèce de conclusion pour se demander, non pas de se projeter, mais de dire au contraire qu'on ne peut pas se projeter. Je m'en arrête là et merci encore pour votre invitation. Et puis, je me suis coupée tout seul. Et encore grand merci au CEFAS pour cette superbe initiative. Et merci à Frédéric et à Laurent qui supervisent tout ça. Merci. Merci à toi, Wassila. Je voulais dire 2 choses avant de donner la parole à Jamie Furniss. La première, c'est de te rassurer sur un point technique. Le fait que tu aies l'impression que le livre soit à l'envers ne concerne que ta caméra. Pour tous les autres, nous voyons parfaitement à l'endroit, donc je te conseille de le remettre à l'écran. Pour nous, c'est à l'endroit, il n'y a aucun problème. Nous voyons bien vivre au temps du Covid-19 avec une belle image de personnages ayant la chéchia tunisienne et un masque en plus. Belle couverture. Et je voulais également, deuxième point, dire qu'à l'issue de cette séance, peut-être pourrions-nous entendre les représentants des UMIFRE, Laurent, peut-être Agnès, s'il y a quelqu'un qui représente les autres UMIFRE, pour voir s'il y a également d'autres formats de type chronique qui n'auraient pas été imprimés, mais qui auraient également été diffusés et qui fassent justement donc la chronique du Covid vue par les UMIFRE. Je sais qu'il y a du côté du CEFAS, nous aurons quelque chose à dire et je crois qu'il est maintenant temps de donner la parole à Jamie Furniss. Ok, merci beaucoup Frédéric. Vous m'entendez? J'ai mis le micro, super. Merci, dédicace spéciale à nos amis du CEDEJ, Naïma, Marine et Agnès, toutes présentes aujourd'hui, puis aussi les anciens de Marbourg, Achim et Laura, ça fait plaisir de vous voir, merci d'être là. Et merci Frédéric et Laurent pour l'organisation. Donc, comme disait Wassila, en fait, nous avons chacune et chacun préparé 3 chroniques dont le lien avec nos sujets habituels de recherche variés selon les chroniques. Dans mon cas, en fait, mon sujet principal de recherche à l'IRMC, c'est l'environnement, les déchets, le recyclage. Et en fait, j'ai fait 2 de mes 3 chroniques et les 2 sur lesquelles j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur d'autres sujets en fait que celui-là. Mais je voulais quand même juste évoquer brièvement cette première chronique que j'ai faite sur les ramasseurs-recycleurs de déchets en Tunisie qui appartiennent au secteur qu'on pourrait appeler informel. Ce sont donc des personnes qui ramassent dans l'espace public le verre, le plastique, le carton, etc. pour le revendre à des grossistes et ensuite en remontant la chaîne de valeur à des usines ou à des exportateurs. Et en fait, j'ai mené une petite enquête juste essentiellement pour savoir quel était l'impact de cette pandémie sur ces personnes-là.
Et aussi, par extension, on pourrait dire, ou ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que ça représente peut-être assez fidèlement le cas de beaucoup de personnes en Tunisie qui travaillent dans le secteur qu'on pourrait appeler informel au moment de la pandémie. Donc, c'est des choses qu'on pourrait, je pense, toutes et tous plus ou moins deviner d'avance, mais qui étaient illustrées de manière concrète par le cas de ces individus. Donc, premièrement, le ramassage de déchets par les entreprises qui sont contractées par l'État a continué, a été considéré comme un service essentiel, bien sûr, durant la pandémie. Mais les activités de recyclage, qu'elles appartiennent au secteur formel ou informel, étaient considérées comme non essentielles. Donc, les centres qu'on appelle Ecolef en Tunisie, c'est des centres gérés par l'État qui rachètent le plastique à un prix bonifié pour essayer d'encourager la collecte et le recyclage se sont fermés. Et par exemple, une association de Berbécha, donc de ces ramasseurs également, était fermée. Donc, ces personnes en fait étaient dépourvues en quelque sorte de ces deux débouchés-là pour la vente des matières recyclables. Elles pouvaient continuer à les vendre à des grossistes purement privés, mais le prix a chuté durant la période de confinement à 25% de son prix d'avant-crise. Donc, ce qu'on pouvait vendre 1 kilo, par exemple, de plastique PET qu'on vendait à 800 millim avant la crise ne se vendait plus qu'à 200 millim durant la crise et c'était très difficile de trouver des acheteurs. Donc, un impact économique vraiment très sévère sur ces berbéchas, en même temps qu'ils étaient inéligibles aux aides de l'État puisque leur activité n'était pas inscrite au registre du commerce et formellement reconnue. Donc, ils pouvaient prétendre à une aide de seulement 200 dinars tunisiens. Ça représente, je crois, à peu près 65 euros, 2 tiers de 100 euros. Qui était l'aide vraiment de base proposée aux personnes pauvres, mais ils ne pouvaient pas prétendre, par exemple, aux aides qui étaient offertes aux entreprises ou aux patrons et ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes, je pense, n'ont même pas fait la demande. J'en ai parlé à un ferrailleur, il m'a dit que la somme était si minuscule qu'elle ne valait pas l'effort qui était nécessaire pour l'obtenir, parce qu'il fallait visiter plusieurs administrations pour essayer de l'avoir. Et il y avait une vidéo aussi qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux d'une femme berbécha qui expliquait, pareil, qu'elle n'en avait pas fait la demande sans expliquer pourquoi, mais elle disait qu'elle n'en a pas fait la demande. Et en plus, durant ce temps, comme cette activité n'était pas formellement reconnue, c'était impossible d'obtenir un permis de circuler. Donc, une personne qui sortirait de son domicile pour essayer de collecter des matières recyclables durant le confinement, en fait, s'exposait à des amendes pour violation du confinement ainsi que la confiscation de son matériel de travail. Donc, ce cas, je pense, illustre en quelque sorte les difficultés que les personnes finalement les plus exposées dans la chaîne de valeur, celles qui étaient les moins à même de résister à la crise, ont eu peut-être les conséquences parfois les plus graves. Juste un dernier mot et après je vais passer aux autres. Un point pour ceux qui se souviennent de la crise de la grippe H1N1 en Égypte en 2009, la grippe mexicaine ou qu'on appelait aussi grippe porcine, influenza al khanzir. Il y a eu un discours en Égypte à ce moment-là sur les abalines, les ramasseurs de déchets, qui les traités de vecteurs de propagation du virus. Donc, puisqu'ils étaient les éleveurs de cochons et
et on soupçonnait la source du virus d'être le cochon. En fait, les gens refusaient d'ouvrir la porte aux abalines. Les enfants des abalines étaient refusés l'entrée à l'école, par exemple. Il n'y a pas eu ce phénomène-là cette fois-ci, en tout cas en Tunisie, mais c'était un petit point de comparaison que je voulais faire. Donc voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de parler un petit peu des déchets, des ramasseurs de déchets, mais je voulais essayer de rassembler les deuxième et troisième critiques dans un seul propos. Parce que dans ces deuxième et troisième sujets, en fait, j'avais un objectif peut-être un peu classique de socio-anthropologie, c'était d'essayer de socialiser ou de culturaliser la compréhension qu'on a d'un phénomène biomédical. Donc, voir comment le savoir biomédical ne suffit pas pour appréhender ce phénomène, ou comment il est interprété et retravaillé à l'aune de données sociales et culturelles. Et aussi d'essayer de localiser, c'est-à-dire de différencier les impacts et les réactions selon les localités d'un phénomène qui est mondial. Donc, on a tous eu et on est tous en train de passer par la crise de la pandémie de Covid, mais comment est-ce que cette crise et ce phénomène viral et épidémique interagissent-ils, par exemple, avec les théories locales sur le risque et le contagion, ou les valeurs religio-morales, ou le contexte politique dans un pays donné. Donc, voilà un peu les questions que je me posais. Donc, c'est par exemple la question de savoir comment va-t-on combattre la pandémie, et quelles sont les ressources, pas juste médicales, mais par exemple rituelles qui vont être utilisées pour combattre la pandémie. Comment va-t-on, si on examine la communication autour de la pandémie du ministère de la Santé ou des autorités publiques, comment ces autorités vont-elles essayer d'expliquer au public le danger que la maladie représente, et comment vont-ils comprendre ce danger? Donc, si j'invoque quelques exemples que vous auriez pu, enfin que j'espère vous comprendrez rapidement, parce que vous aurez peut-être pu les croiser sur les réseaux sociaux ou dans vos propres lectures sur la crise, qui illustrent un peu ce dont je parle. Il y avait par exemple une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux d'un rituel en Inde où des personnes essayaient de chasser le virus de Corona en disant « Go Karuna !» Go Karuna. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais nous, ça a beaucoup tourné ici, ça nous a beaucoup amusés. Et on trouvait ça un peu absurde en quelque sorte. Enfin, c'était un objet de dérision ou d'amusement sur les réseaux sociaux. Mais j'ai découvert que dans le groupe qui était réuni pour ce rituel, il y avait un ministre du gouvernement indien et le consul général de Chine. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, si ce rituel est capable d'attirer la participation de ces deux personnes-là, peut-être qu'il y a quelque chose de plus ici qui se passe que juste un objet d'amusement. Il y avait aussi, par exemple, l'utilisation du virus comme prétexte ou occasion pour des mesures dont le lien avec l'épidémie semblait assez ténu. Donc, ici, j'étais très interpellé par ce qui s'était passé en Afrique du Sud, où on s'est servi de l'épidémie pour interdire la vente d'alcool et de cigarettes. Donc, des mesures qui, a priori, n'ont peut-être pas de lien apparemment ou évident avec la propagation du virus, et en tout cas qui pose des questions sur qu'est-ce qu'un service essentiel ou non essentiel en temps de pandémie. Il y avait aussi très simplement dans notre quartier la rediffusion ou la retransmission de prières par les minarets. Donc durant le temps du confinement, il y avait dans notre quartier, qui est un quartier très chic, je pense que je peux oser dire que j'habite un quartier chic, Mutuelleville, où il y avait
les mosquées rediffusaient en boucle, et notamment le soir, des prières spéciales dont l'objectif était d'essayer de répondre ou de fournir des ressources aux personnes pour faire face à cette pandémie. Donc voilà un peu pour vous donner un peu une idée des questions que je me posais. Et en fait, j'ai essayé d'examiner ces questions un petit peu sur le plan religieux et un petit peu sur le plan moral, ce que j'ai appelé le plan moral. Donc, je vais essayer de restituer un peu quelques éléments de terrain là-dessus et comment je les ai interprétés. Donc, immédiatement, le gouvernement a ordonné en Tunisie la fermeture des mosquées. Et c'est une mesure qui a été essentiellement suivie. Je pense qu'il y a eu quelques cas d'imams rebelles qui ont été assez rapidement sanctionnés par l'État. Et ma question était de savoir un petit peu, même si, comme l'expliquait Wassila, la profondeur des enquêtes qu'on a pu mener a été limitée à la fois par le temps qu'on pouvait y consacrer, mais aussi, bien sûr, l'accès qu'on avait au terrain pendant ce temps. Donc, on a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux, les médias et parfois quelques entretiens téléphoniques. Ma question était de savoir comment est-ce que les autorités religieuses ont réagi en fait à cette fermeture des mosquées et à la pandémie de façon générale. Et ici, encore une fois, j'avais à l'esprit ce que j'avais observé en Égypte en 2009 au moment de la grippe H1N1, parce que un certain nombre de personnes se sont emparées de la grippe porcine en 2009 pour essayer justement de montrer qu'il y avait une sorte d'interpénétration entre religion et science. C'est-à-dire que le Coran était scientifique avant la lettre, donc le tabou sur le cochon préfigurait ce que nous allions découvrir 1500 ans plus tard à travers le savoir scientifique, et qu'en même temps, la science venait confirmer en quelque sorte la vérité de la révélation divine. Donc, en fait, en Tunisie, le grand Moufti, la radio Zitouna et d'autres prédicateurs qui ont des chaînes YouTube que j'ai pu regarder ont vraiment suivi les consignes de l'État sur la fermeture des mosquées. Ils ont encouragé les gens à rester chez eux et ils ont essayé de déployer ou de trouver des justifications, je dirais, religieuses pour essayer de conforter ou de rajouter au raisonnement médical qui interdit cette fermeture. Donc, ils ont déployé des citations du Coran, des hadiths et aussi des raisonnements pour essayer de dire, par exemple, que, si je prends quelques exemples, que la loi divine n'exige pas aux fidèles de faire l'impossible ni de se mettre en danger, que la prière en famille suffit pour répondre à l'exigence de prier en groupe, que notre santé est un don du Tout-Puissant et qu'il faut le protéger, et ainsi de suite. Il y a quelques exemples de personnes qui ont essayé de s'emparer un peu de cette épidémie pour essayer, par exemple, de dire qu'elle confirmait la fragilité de l'hégémonie des pays du Nord qui étaient mis à genoux en quelques jours par cette épidémie. Ou qui ont vu, par exemple, une sorte de confirmation morale et intellectuelle des préceptes religieux. Donc, par exemple, le virus rappelle l'impuissance de l'être humain ou confirme la validité scientifique des ablutions en encourageant les gens à se laver les mains fréquemment. Mais en tout cas, c'était assez peu comparable, je pense, quand même, à ce qui s'est passé en Égypte en 2009, juste parce qu'il n'y avait pas la convergence de ce tabou avec la source supposée de la pandémie. Bon, après, je me suis intéressé un petit peu à ce que j'ai appelé la moralisation du virus, c'est-à-dire
comment la médicalisation, enfin le jeu entre médicalisation des prescriptions morales et en même temps l'interpénétration des injonctions médicales avec un discours moral ou des valeurs sociales. Donc, je vais essayer d'expliquer ça brièvement. J'ai d'abord regardé comment on a articulé l'interdiction de proximité et la notion de distanciation sociale. Donc, par exemple, dans les affiches qu'on mettait dans les boutiques au moment du confinement, ou par exemple au moment du confinement, quelles activités étaient autorisées ou interdites. Donc, si je prends tout simplement le cas, par exemple, des affiches qui étaient mises dans la plupart des boutiques, les 4 activités qui étaient découragées, c'était d'aller aux urgences, donc d'aller à l'hôpital, les baisers, les embrassades ou se prendre dans les bras et se saluer ou se serrer la main. Et à côté de chacun de ces gestes, il y avait une représentation visuelle du geste. Donc, à côté, par exemple, des baisers, on voyait une bouche pulpeuse qui était entrouverte. Ou, par exemple, à côté des embrassades ou se prendre dans les bras, on voyait un couple hétérosexuel enlacé de manière très, disons, enfin, comme dans les films, quoi, qui s'embrassaient amoureusement. Et donc, aussi, au moment du déconfinement, par exemple, il a été annoncé que les bars et les restaurants seraient autorisés à rouvrir, mais avec une interdiction de la danse groupée. Et je me suis demandé pourquoi on a insisté, par exemple, sur l'interdiction de la danse groupée plutôt que de dire simplement les personnes ne doivent pas s'approcher de plus d'1 mètre des autres. Et ce que j'essaie de suggérer dans cette chronique, c'est que le choix des gestes à proscrire et aussi la représentation visuelle dans le cas des affiches, en fait, met l'accent sur l'interdiction de l'intimité amoureuse et des formes de contact qui dénotent le désir ou les rapports amoureux entre hommes et femmes. Donc, on a articulé un concept général de gestes barrières ou de distanciation sociale à des pratiques concrètes qui sont influencé par une conception sociétale ou morale de la proximité. Donc, on n'est pas sur une définition purement spatiale, mais aussi morale et sociale ou sociétale de ce que constitue la proximité qu'il faut éviter. Et donc, je finis, puisqu'on nous a dit maximum 20 minutes et j'en ai déjà utilisé 18 et demi, sur les discours qui identifiaient les catégories de personnes à risque. Donc, j'ai déjà évoqué encore une fois cette comparaison avec la grippe H1N1 en 2009 en Égypte, m'a beaucoup influencé dans ma réflexion. À ce moment-là, on avait identifié les ramasseurs de déchets comme des vecteurs de propagation de la maladie. Et en fait, en Tunisie, il y a eu, comme ailleurs, je crois, un moment où un mépris de classe s'est sublimé dans un discours sur l'hygiène, au moment où il fallait identifier les groupes qui allaient propager le virus ou qui avaient des comportements blâmables. Donc, j'ai pris l'exemple d'un reportage de Carthage FM qui a été réalisé dans un quartier périphérique de Tunis, donc un quartier pauvre, qui a un montage essentiellement qui tourne en dérision les jeunes de ce quartier pour leur manque d'éducation et leur adhésion aveugle à la religion qu'on impute souvent aux classes populaires. Donc, ils disent oh, le corona est bidon, nous n'avons rien fait pour éviter le corona, nous n'avons pas peur du corona, je ne comprends pas pourquoi ces filles mettent des masques quand elles ne mettent pas le hijab, etc. Donc, l'objet de ce reportage, finalement, était de mettre en dérision ces jeunes hommes pour dire, voilà, ceux qui nous mettent en danger à travers leur ignorance et leur adhésion aux valeurs religieuses. Alors qu'en vrai,
c'est des personnes qui avaient ni les moyens financiers, ni la possibilité d'obtenir un visa pour voyager à l'étranger. Donc, c'est pas à travers eux que le corona est entré dans le pays, mais précisément le public qui consomme le reportage et qui se situe à l'opposé sur l'échelle sociale, c'est-à-dire les élites internationalisées et éduquées chez qui ce genre de reportage provoque de la consternation. Donc, voilà, j'ai été un peu télégraphique, mais en tout cas, mon but a été d'essayer de montrer comment les ressources déployées pour comprendre et combattre la crise et la pandémie ne sont pas exclusivement biomédicales, mais aussi rituelles, spirituelles, culturelles. Et essayer de rappeler comment un phénomène biomédical interagit aussi avec ces données culturelles et sociales à travers ces quelques exemples. Merci beaucoup. Merci à toi, Jamie. Nous gardons, je sais que Laurent, par exemple, a une question à te poser. Nous gardons les questions pour la fin de la séance et je donne la parole tout de suite à Marwan Taleb. C'est bon? Ok. Merci beaucoup, Frédéric. Comme l'a dit Wassila, l'idée de ces chroniques-là, pour moi, ça a été l'occasion de ne pas perdre de contact avec… il y a un sifflement très fort. Je pense que vous êtes dans la même salle avec Wassila pour l'instant. Je crois qu'il faudrait peut-être fermer un des ordinateurs pendant ce temps, celui de Wassila, ou s'installer dans un autre bureau parce que là, le son est très difficile. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi qui ai le conducteur. Parce qu'on était dans la même salle, quand on a décidé d'intervenir, il n'y a pas eu de souci. Alors. C'est bon? Non. Parle Marwan, je vais te dire si c'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? Il y a toujours un écho. Ok. Là, il n'y a plus d'écho. Là, c'est bon. Ok, très bien. Alors, je commence. Je suis géographe, urbaniste. Donc, de par ma spécialité et le projet de recherche que je co-dirige à l'IRMC avec Betty Roulant, qui a pour objet l'étude des petites villes de l'intérieur de la Tunisie, sous des aspects de gouvernance, de jeunesse, de mobilisation de la jeunesse, de migration et de jeu d'acteurs. Donc, en tant que géographe, il fallait absolument, en confinement oblige, ne pas perdre le contact et ne pas mettre de distance entre moi et mon objet de recherche qui est situé et qui est localisé à des centaines de kilomètres. Et ça, c'est une problématique pour le spatialiste que je suis. Et donc, ces chroniques-là ont grandement permis à ce que ce contact-là perdure et ne soit pas rompu avec les jeunes sur lesquels je travaille, avec les institutions que j'observe de par leur fonctionnement en temps de crise et de par leur interaction avec les communautés qui dépendent d'eux. Et donc, cela m'a permis de rédiger 2 chroniques, l'une en rapport avec la gestion sanitaire au niveau local, dans ces petites villes de l'intérieur, et l'autre qui concerne la gestion de l'aspect alimentaire de cette crise. C'est-à-dire que cette crise en Tunisie a soulevé deux grandes problématiques. Le côté, la santé des citoyens, des communautés, et comment nourrir ces communautés. Parce que il y a des clivages, il y a une grande différence entre la Tunisie du littoral, la Tunisie des grandes villes et la Tunisie de l'intérieur, marginalisée, oubliée par l'État et les politiques de développement. Donc, au début de la crise, au début de l'épidémie,
ce sont principalement les grandes villes qui ont été concernées par la propagation du virus, c'est-à-dire le Grand Tunis, Sousse et Sfax. Et donc, bien que ces 3 grands foyers, c'est des grands centres urbains, le confinement a été décrété sur tout le territoire national. Et donc, le niveau de conscience des populations par rapport à ces mesures-là et par rapport à ces restrictions de déplacement et de contact sont bien évidemment très variables selon déjà le milieu social dans lequel ils évoluent, les classes aisées, moyennes ou populaires, comme l'a montré déjà Jamie, et selon aussi l'éloignement des grands centres urbains, considérés par ces populations de l'intérieur rural comme les grands centres de la propagation de l'épidémie, et que eux, à la limite, ils n'étaient pas concernés par le virus. Donc, il y a un décalage, c'est-à-dire du niveau de conscience du risque encouru. Mais également, ces populations, confinement oblige, sur tout le territoire national, se sont retrouvées en marge des grands réseaux de distribution de produits alimentaires focalisés nécessairement sur les grandes villes suite à l'explosion de la demande. Et aussi, ils se sont en marge des produits de gros, les marchés de gros pour la production agricole. Et donc, ils se retrouvent obligatoirement impactés par ce qui se passe, sans toutefois comprendre un peu ce qui se passe dans le pays. Parce que, selon eux, ils étaient à l'abri dans leur brousse, dans leur coin, et donc inconscients des effets de propagation horizontale et des conséquences d'une propagation incontrôlée. Et c'est là où le risque était vraiment, parce que là, a priori, après coup, on sait qu'on a échappé maintenant à cette propagation, mais au temps du début de crise, on savait que ces zones-là étaient largement sous-équipées et les services publics de santé étaient très marginalisés et l'absence aussi de politique de développement de ces petites villes, c'est-à-dire le taux d'encadrement par l'État était très faible. Et donc, il y avait un grand risque de propagation si l'épidémie s'était propagée dans ces zones-là. Et donc, dans ces zones-là, on retrouve aussi des associations de jeunes qui, très au fait des limites et des contraintes en termes d'équipement public et d'encadrement par l'État, donc ont évalué, et je peux dire que c'était les seuls à évaluer le risque d'une propagation dans ces milieux très paupérisés. Et donc, ces associations de jeunes ont fait un grand travail de sensibilisation, de protection, de nettoyage, de stérilisation. Et faut savoir que ces associations-là sont très encadrées par les bailleurs de fonds internationaux. Ils sont très soutenus pendant 10 ans, maintenant depuis 2011. Ils sont formés en leadership, en techniques de communication, en gestion locale, en participation citoyenne. Et donc, ces formations-là leur ont permis de se positionner très tôt pour contrer un peu et pour rectifier les défaillances des pouvoirs publics et les limites matérielles de ces mêmes pouvoirs publics. Il faut savoir aussi que les bailleurs de fonds leur ont donné carte blanche, chose rare, c'est-à-dire que dès le début de la crise et en rentrant dans le cadre de l'aide au développement de l'Union européenne à la Tunisie, donc ils leur ont permis de faire d'utiliser leur budget alloué et de le réalloquer, de le réorienter vers des activités pour aider à limiter la propagation du Covid-19, qui est une chose assez remarquable. Et donc, leurs actions, au début, se sont caractérisées par de la sensibilisation en montrant des vidéos de cas infectés en Italie, en Chine, dans les cafés, dans les restaurants, dans les lieux publics. Et donc, ils ont essayé de choquer un peu cette population qui n'avait pas conscience des risques pour qu'elle respecte les mesures de confinement et soutenir un peu l'action des autorités locales
qui était au début impuissante à convaincre ces gens-là de rester chez eux, parce qu'on est dans le semi-rural. Et donc, se confiner dans le semi-rural n'est vraiment pas une chose acceptée au même titre que dans les zones urbaines. Et donc, il y a aussi un autre volet, c'est que ces associations-là, en voyant que les autorités locales n'avaient pas aussi, disons, la légitimité pour donner des ordres, appliquer les directives de confinement, donc ils ont fait pression sur les autorités pour qu'elles ne prennent pas en considération des aspects politiques ou de conciliation et pour qu'elles appliquent strictement les mesures de confinement décrétées au niveau central. Et là, il y a des associations que j'observe dans le cadre du projet gestion locale des migrations financé par l'AFD et qui ont développé des réseaux de solidarité au niveau local pour collecter chez les entreprises, chez les grossistes, du gel hydroalcoolique, des produits de stérilisation et des combinaisons pour équiper les autorités. Non pas pour équiper les citoyens, mais pour équiper les autorités locales et les forces de sécurité qui étaient complètement dépassées et que l'État a commencé par s'intéresser, par utiliser les gros moyens dans les grandes villes, dans les centres urbains. Et les villes de l'intérieur, disons, c'est un peu comme d'habitude, les laisser pour compte de l'action de l'État. Et donc, ces associations ont été très actives. Elle aidait aussi à ce que les autorités locales aident les populations nécessiteuses et qui étaient dans le besoin parce que, ces associations avaient la garantie de neutralité et la légitimité nécessaire pour le faire, et de deux, elle avait une idée très précise quelles étaient ces familles nécessiteuses, contrairement aux représentants de l'État au niveau local qui avaient des statistiques ou une information généralement très dépassée. Donc, pour finir, il est intéressant de noter que ces programmes de renforcement de capacité de la société civile tunisienne qu'on a décriés ces dernières années comme étant de l'argent jeté par les fenêtres ou une aide complètement stérile et mal utilisée, ben, cette crise a montré que non, ça a permis de faire émerger une jeune génération de jeunes engagés à servir leur communauté et très au fait de l'action locale et des mobilisations. Et on peut dire que ce sursaut de la jeunesse ce n'est pas le premier sursaut de cette jeunesse. Si on ne compte pas le sursaut qui a été fait en 2011 lors de la Révolution, on peut dire que c'est la troisième mobilisation de grande ampleur de cette jeunesse de l'intérieur, après les élections communales de 2018 où ces jeunes-là ont constitué des listes indépendantes pour un peu reprendre, pour se constituer comme alternative aux partis politiques et à la notabilité, donc aux équilibres des pouvoirs qui prévalaient jusque-là. Le deuxième sursaut de cette jeunesse, c'est l'élection bien sûr de Kais Saïd, l'élection présidentielle, où pour contrebalancer le vote de leurs aînés qui étaient sécularistes et pro-Nabil Karoui, qui, disons, donnaient des aides et distribuaient des aides et achetaient des voix. Donc, pour contrebalancer la honte qu'ils ont subie par rapport à leurs aînés qui ont voté pour Nabil Karoui, ils ont se sont massivement mobilisés pour Kais Saïd, qui représentait un peu l'intégrité et la moralisation de la vie politique en Tunisie. Et donc, cette crise du Covid-19 a déclenché le troisième sursaut et que, vu que les prochaines élections locales, ça sera dans 2 ans, donc ces associations et ces jeunes-là jouissent maintenant d'un capital politique assez important qui commence à supplanter celui des partis et qui pourrait les renforcer sur la voie de constitution de listes indépendantes et de programmes d'action qui seraient basés sur leur capital acquis et non sur l'idéologie qui jusque-là prévalait dans le débat politique tunisien. Donc ça, pour résumer un peu ce qui s'est passé en matière de gestion sanitaire.
Et si cette gestion elle était marquée par des aspects assez rigoureux, assez solidaires, la gestion de la composante alimentaire est plutôt mitigée par rapport à cette rigueur. Parce que et ce qu'on a appelé en Tunisie la crise de la semoule, qui a été très médiatisée, c'est parti un peu de la mémoire collective de la population tunisienne de 2011 par rapport aux événements, par rapport au couvre-feu, et qui se sont retrouvés d'un jour à l'autre sans possibilité de faire des réserves. Donc, il y a eu une panique générale et tout le monde a gardé en mémoire ces événements de la Révolution. Et donc, dès qu'on a senti qu'il y allait y avoir un confinement en Tunisie, ça a provoqué, et on a vu déjà ce qui s'est passé en Italie, en France, dans d'autres pays qui ont décrété le confinement bien avant la Tunisie. Et il y a eu donc une panique générale qui s'est manifestée par une pénurie sévère des denrées de première nécessité. C'est-à-dire la population tunisienne, dès qu'il y a un événement ou un temps de crise ou quelque chose de similaire de grande ampleur, disons qu'il y a un repli sur les bases. Et les bases ça, peuvent être sur le religieux, comme on a vu, comme l'a montré Jamie, mais aussi sur l'alimentation. Et donc, il y a eu un mouvement pour se faire des réserves en huile végétale, en sucre, en semoule, en farine, en café et sur l'ensemble des produits subventionnés par l'État. Et il faut savoir que la semoule de blé en Tunisie, de blé dur, c'est la base de l'élaboration du pain. Et elle est très demandée en milieu rural parce que les populations font leur propre pain, contrairement aux zones urbaines où il y a des boulangeries tous les 100 mètres. Et donc, la panique provoquée par ce confinement, il y a eu une explosion de la demande en milieu urbain et tous les stocks ont été raflés par les urbains. C'est-à-dire, en une semaine, les ruraux se voient concurrencés sur un produit sur lequel, avant, il n'y avait pas de concurrence. Et donc, ils se sont retrouvés sans semoule, sans possibilité de faire leur pain, qui est à la base de l'alimentation de ces ruraux. Et en plus de ça, il y a eu la mémoire de 2011 n'était pas seulement chez les populations, mais aussi chez les spéculateurs et les détaillants. Donc, ils avaient anticipé également cette pénurie-là et se sont constitués de larges stocks, accentuant, avec un effet boule de neige, encore plus cette pénurie, et en anticipant que ce produit se vendrait de plus en plus cher face à la rareté. Et donc là, ça a obligé l'État à intervenir dans des circuits qui dépendaient normalement du secteur privé et du marché libre. L'État était obligé d'intervenir pour rationner et limiter et interdire la vente à partir des minoteries. Il est à noter aussi que l'Algérie voisine a connu exactement le même phénomène de difficulté d'approvisionnement et de spéculation. Et elles ont même interdit la vente sans facture en gros de la semoule. Et donc, il y a aussi la Libye qui est gros importateur de produits alimentaires et de semoule. Donc, ça a encore empiré la situation de cette pénurie. Et le ministère du Commerce a confié, en conséquence, a confié la distribution de la semoule des minoteries et des producteurs aux gouverneurs, aux délégués et aux sous-délégués qui sont ses représentants à lui. Ce sont les représentants de l'État. Et dans une moindre mesure aux collectivités locales, les élus locaux qui sont les représentants des populations. Et donc cet interventionnisme au sein du circuit a fait en sorte que les prix augmentent et que les restrictions sur le transport a fait en sorte aussi que les prix augmentent. Et donc, c'est l'État, au moyen de camions réquisitionnés ou même, on l'a vu, l'armée, qui acheminait cette semoule dans les régions de l'intérieur à des grossistes agréés et bien connus des services locaux pour qu'eux, ils chapeautent un peu
la distribution de la semoule à qui de droit, c'est-à-dire aux populations qui vraiment en ont besoin. Et là, il y a eu un retour des pratiques de népotisme et de clientélisme au niveau de la distribution. À titre d'exemple, l'Instance nationale de lutte contre la corruption a reçu 236 plaintes pendant le mois d'avril seulement sur ces pratiques-là qui étaient pratiquées par les délégués de l'État, par les représentants de l'État central, qui ont usé de leur position pour distribuer de manière illégale des stocks de semoule à des grossistes bien particuliers en contrepartie disons, de pots de vin et de pourcentage sur la vente. Ces abus-là ont été enregistrés dans 7 gouvernorats de l'intérieur, mais aussi dans les zones rurales des gouvernorats du littoral, et qu'il y a eu 4 délégués qui ont été démis de leurs fonctions, dont celui de Qalat Snen, à la frontière tuniso-algérienne, qui a été arrêté et écroué pour avoir dissimulé une grande quantité de semoule dans le but de la revendre en Algérie et de faire une surplus-value sur ce produit-là. Donc, il a lui-même acheté sa propre semoule qui était destinée aux grossistes. Et les autorisations de circulation ont également fait l'objet d'un commerce avec les forces de sécurité et des pratiques de clientélisme. Et donc, cette situation a provoqué un vif ressentiment chez de nombreuses communautés rurales du pays, et que ça a réactivé un peu une mémoire collective de la spoliation et des pratiques courantes du temps de Ben Ali. Donc, tout ça est remonté en surface, et que c'est-à-dire les populations rurales se sont retrouvées 10 ans en arrière en train de négocier avec les représentants de l'État pour avoir un peu de semoule contre de l'argent, contre des services, et que les anciennes pratiques sont revenues. Cela a eu pour conséquence une mobilisation de cette même société civile de jeunes. Ça a eu en conséquence une mobilisation des partis politiques pour se faire valoir comme garant d'une transparence dans la distribution de la semoule et de se positionner politiquement. Des députés sont allés stigmatiser les représentants de l'État et calmer la population, et des députés populistes, bien évidemment, qui sont anti-sécularistes, et dans la coalition d'El Karama, qui se positionne à l'opposé des partisans de l'ancien régime, et qui savent qu'en agissant ainsi, ils gagnent un capital politique, car ils puissent dans des registres de la contestation des ruraux envers les représentants de l'État, qui sont encore, et qui étaient avant, associés à des vecteurs d'inégalité sociale. Donc, c'est sur cette tendance aussi que d'autres députés à Kasserine se sont positionnés. Ce même député était propriétaire d'une minoterie, donc il a, dans un premier temps, ordonné et donné instruction à une vente directe à la population rurale pour avoir accumulé du capital politique, jusqu'à ce que l'État lui interdise de faire ça et de passer par des distributeurs agréés. Et donc, vous voyez, cette dichotomie entre représentants de l'État et élus locaux s'est accentuée, surtout que le discours du chef de gouvernement, il a été très mal perçu dans lequel il avait annoncé sa volonté de mettre en attente ou mettre en pause la décentralisation. Donc, cela a induit une réaction des élus locaux et des collectivités locales qui se sont positionnés, qui ont stigmatisé dans un premier temps leur vis-à-vis les représentants de l'État en disant non, nous, on est les bons, on est les transparents et on est les plus légitimes à distribuer la semoule et, entre guillemets, à collecter ce capital politique. Et donc, ils se sont constitués des coalitions entre ces jeunes-là de la société civile et les collectivités locales pour contrer un peu les représentants de l'État, qui sont les AMDA, les sous-délégués et les délégués. Donc, cette crise de la semoule a mis en lumière des chevauchements de compétences qui étaient là, qui existaient, qui étaient sous la chape du fonctionnement ordinaire de l'État, et que la crise du Covid-19 a mis
en lumière, a révélé un peu au grand public. Donc, elle a révélé des problématiques, elle a soulevé des problématiques héritées du passé autoritaire qui sont revenues hanter les rapports entre gouvernants et gouvernés. Elle met également en lumière la nécessité pour l'État central d'établir de nouvelles relations à l'aune de la décentralisation et de la promulgation du nouveau code des collectivités locales, de redéfinir un peu ces trajectoires, disons, ces moyens d'action ou ces modalités d'action, surtout dans les régions de l'intérieur, car ce que j'ai appelé la pesanteur des trajectoires politico-administratives mises en œuvre à partir de l'État central vers les régions et qui dépendent des circuits classiques de l'administration territoriale, ben, elle porte en elle, ce mode d'action porte en lui les germes de la marginalisation et des germes aussi qui contribuent à discréditer l'action de l'État central auprès de ces mêmes populations qu'il était censé soutenir et qu'il était censé aider dans cette crise du Covid-19. Et c'est là où cette crise aura peut-être pour impact une redéfinition du rôle de la commune, une redéfinition aussi, une accélération du transfert de compétences de l'État central vers les collectivités locales. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marouane. C'était tout à fait passionnant sur cette affaire de la crise de la semoule. Je voudrais profiter de ma position d'animateur pour te poser des questions. La première, un point qui pour moi n'est pas complètement clair, c'est le degré de politisation dans cette opposition entre d'une part l'État central et d'autre part les collectivités locales dans la crise de la semoule. Est-ce que la couleur politique d'une part du gouvernement et d'autre part des collectivités locales, qui n'est probablement pas la même selon l'endroit dont on parle, a été quelque chose de pertinent dans cette crise? Et qui sont, sur le plan politique, clairement en mettant les pieds dans la semoule, dans le plat, quels sont les enjeux politiques justement qui se sont posés? La question pourrait être légitime en temps normal. C'est-à-dire que si un conseil communal porté par un ARD subissait un peu la pression d'un gouvernement central ou d'un ministre de tutelle qui est anti-islamiste, pourrait être, oui, je serais tenté de répondre par l'affirmative qu'il y aurait des conflits de compétences, des conflits d'appliquer un peu des directives, mais pendant le Covid-19, il y a eu un peu un sursaut citoyen et un effet de bloc face à la crise. On a rarement vu des voix dissonantes et partisanes sur ces questions-là. La question, c'est surtout une question de trajectoire politico-administrative, c'est-à-dire il y a un État central, il y a l'administration qui ne veut pas lâcher des prérogatives. Il y a des collectivités locales qui veulent affirmer et s'affirmer aux yeux de citoyens comme étant aux commandes, surtout en temps de crise, parce que c'est le meilleur moment, c'est le moment politique pour gagner en capital de sympathie, montrer qu'on est là avec en perspective les prochaines élections. Donc, c'est surtout une mise sous les projecteurs d'un conflit de compétences, de chevauchement du processus de décentralisation qui peine à se mettre en place et que on a vu des effets visibles durant cette crise. Mais je pense que des conflits partisans, ils sont déjà au sein même des conseils communaux. C'est-à-dire, on a des conseils communaux à l'image de notre Assemblée nationale. Le scrutin s'est fait sur les listes. Et donc, on a dans chaque conseil municipal, on a une mosaïque
de partis, d'indépendants. Donc, les conflits, ils existent déjà. Et la volonté de torpiller des actions initiées par des partis pour les communautés existe déjà. Donc, pendant ce temps de crise, je pense qu'il y a eu, une mise en sourdine de ces logiques-là pour, face à la peur, face à la crainte de la propagation du virus. Une deuxième question qui porte sur le début de ton intervention et qui était le fait que ce sont des associations qui se sont chargées de sensibiliser des populations plus isolées, rurales, éventuellement, qui n'étaient pas convaincues de la réalité de la pandémie. Mais en même temps, ce sont des communautés qui reçoivent la télévision d'État, les éventuelles télévisions privées. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce besoin d'une sensibilisation par des militants? Est-ce que c'est là la traduction d'une sorte de défiance ou d'absence d'adhérence au discours de l'État central? Oui, déjà, la population tunisienne, elle est devenue imperméable un peu au discours politique suite à 10 années de conflits, d'élections, de chute de gouvernement. Il y a eu une dépolitisation un peu très progressive. Ajouté à ça, le niveau de conscience n'est pas le même, le niveau d'éducation des populations n'est pas le même. L'internationalisation des logiques et la connaissance de ce qui se passe ailleurs dans le monde n'est pas le même, que ce soit dans une métropole ou dans une ville de l'intérieur. On n'est pas sur les mêmes créneaux. Et ça, c'est en temps normal. Mais ajouté à ça, il y a le fait que l'épidémie a été assimilée à une maladie d'urbain par ces ruraux, par ces gens de l'intérieur. C'est, comme l'a dit Jamie, c'est l'élite internationalisée qui a apporté avec elle le virus et l'a propagé au sein même de ces communautés d'élite. Donc même dans la capitale, il y a des clivages entre quartiers populaires et quartiers de nantis, où réside l'élite internationalisée. Donc, si on observe ces clivages-là au sein même de la ville, de la capitale, que dire de petites villes qui sont à 300 à 400 km de la capitale? Donc, les niveaux de conscience sont très différents et que la sensibilisation a été primordiale pour dire que personne n'est à l'abri de ce virus et si ça se déclenche dans ces petites villes-là, c'est l'hécatombe, c'est-à-dire c'est sur ça qu'ont joué ces jeunes de la société civile. C'est-à-dire ils se savent sous-équipés, ils savent qu'on n'empêchera pas les gens d'aller se voir et de se côtoyer même dans des cafés clandestins et qu'il fallait absolument choquer et sensibiliser parce qu'ils savent que cette population, elle est imperméable au discours de l'État central et au discours politique. Mais comment se fait-il, c'est un point qui est commun à ce que Jamie nous disait et à toi, le fait que l'étranger soit associé à une élite citadine alors que les travailleurs tunisiens à l'étranger peuvent parfaitement, et qui reviennent au pays, enfin qui circulent en permanence, peuvent parfaitement être originaires de milieux populaires, y compris ruraux. Oui, oui, et c'est ce qui se passe actuellement. Mais les Tunisiens résidant à l'étranger ne rentrent pas en avril, en mars. Ils rentrent en juillet et en août. D'où, c'est ce qui se passe actuellement en Tunisie. Ce sont eux le vecteur de stigmatisation par rapport à ce qu'était l'élite internationalisée en mars et en avril. Donc il y a eu un jeu de remplacement, de substitution de la catégorie à stigmatiser. Et l'ironie a fait que si l'élite internationalisée n'a pas été stigmatisée, parce que c'est l'élite internationalisée, c'est elle qui lance un peu les processus de stigmatisation, c'est elle qui dénigre habituellement les gens de l'intérieur, ces Tunisiens résidant à l'étranger, issus des milieux défavorisés ou de zones rurales ou de zones de l'intérieur de la Tunisie, ont été stigmatisés à leur tour.
contrairement au premier. Et donc, ce jeu d'échelle-là, il est à la fois géographique, bien évidemment, il est également social. Et, maintenant, tout est à faire pour étudier un peu ce deuxième temps de la crise du Covid-19. Merci. Oui. Laurent, Et là, juste pour rappeler que les textes sont datés. Nos chroniques sont datées du jour ou de la semaine de leur écriture. Donc, on suit un peu le déroulement de ce qui s'est passé durant les 2 mois de confinement en lisant successivement l'ensemble des chroniques. merci beaucoup. Laurent, tu voulais poser une question? Oui, j'avais une question qui allait dans ce sens-là, un petit peu sur les catégories stigmatisées. Je voulais entendre Jamie peut-être sur la question justement des étrangers, parce qu'on a vu des formes de controverses sur les possibilités de retour des Tunisiens de l'étranger pendant l'été qui se sont trouvés bloqués. On m'a déjà répondu, mais Jamie, j'aurais aimé savoir comment toi tu perçais justement cette espèce d'idée en fait du rapport aux Tunisiens de l'étranger. Ok, je crois que mon micro marche. Voilà. Bon, à vrai dire, Laurent, je pense que je n'ai pas d'éléments précisément sur, enfin, pas plus que ce que vient de dire Marwan sur les Tunisiens travaillant à l'étranger et leur retour. Peut-être juste pour essayer de contribuer à 2 éléments que j'ai. Premièrement, c'était assez ironique, enfin, historiquement et peut-être intéressant de voir la stigmatisation inversée de l'Européen au moment du déclenchement. C'est-à-dire que c'est la première fois que le fait d'être blanc et européen était repoussoir et les gens pouvaient un peu prendre l'autre trottoir, disons, dans la rue. Donc ça c'était intéressant parce que la perception, c'était que c'était des jeunes travailleurs, par exemple, d'ONG venus d'Italie, avaient apporté le virus. Il y avait eu un cas très médiatisé d'une jeune fille qui est allée faire la fête à Gamart dans les boîtes de nuit qui ont alimenté cette projection-là. Je sais que plus récemment, malheureusement, je crois qu'il y a eu des cas de contamination dans le sud, par exemple à Gasserine, qui étaient liés à des migrants subsahariens qui ont traversé de l'Algérie. Et je crois que ça, c'est un cas où finalement, comme ce que je disais, en fait, la pandémie offre un cadre d'expression et une justification à des stigmates qui le précèdent. Donc, ça sert bien sûr à confirmer tous les discours sur les subsahariens et les déplacements qu'ils font. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, personne ne s'est inscrit sur des questions. Donc, je donne une dernière chance. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je voulais simplement avoir un mot peut-être de la part de Laurent. Ah, Wassila, tu avais une question à poser. Dans ce cas, vas-y, Wassila. Je n'ai pas de questions à poser parce que moi, j'ai beaucoup d'avantages. Je les ai sous la main. Je peux en profiter régulièrement. Donc, j'ai toutes les questions et on a vraiment beaucoup échangé sur tous les textes. Non, juste peut-être, non pas pour conclure, parce qu'il vous revient à vous, bien sûr, de conclure, mais juste peut-être pour dire que vous avez eu là un petit aperçu des différentes thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage. On voit bien comment… et c'est pour ça que Marwan l'a rappelé à juste titre, tous les textes sont bel et bien datés et l'importance d'avoir aussi la chronologie dans l'ouvrage pour bien se rappeler que ce que l'on dit, ce que l'on décrypte, c'est vraiment à un moment T. Et cette question, par exemple, de la stigmatisation des étrangers, etc., on voit bien qu'on a oublié déjà que ce n'était pas, enfin, quel était l'autre qui était stigmatisé à ce moment-là. Et c'est un nouvel autre aujourd'hui qui est stigmatisé. Donc là, ça bouge. Alors, pour vous dire aussi, pour ceux qui seraient intéressés par l'ouvrage,
Vous découvrirez aussi un texte sur la première Gay Pride virtuelle tunisienne. Il en est question dans l'ouvrage. Vous découvrirez aussi, pour ceux que ça intéresse, la manière dont la question les migrants ont pu être gérés avec une véritable découverte de la part de Betty Rouland qui montre comment finalement ces populations qui sont extrêmement stigmatisées en général vont bénéficier et à la fois de l'appui, de la générosité des populations tunisiennes, mais aussi d'une intervention de l'État. Et ça, ça a été pour nous une découverte. Ou encore vous intéresser à la question des discriminations de genre, parmi les 20 autres thèmes qui sont abordés. Voilà, c'était juste pour faire un petit peu une idée, dire que vraiment le texte, c'est un véritable feu d'artifice, cet ouvrage où on a vraiment des thématiques qui donnent l'impression de partir dans tous les sens, mais à y regarder de près, c'est toute la question des inégalités, quelles qu'elles soient, qui reste le fil conducteur et le fil rouge de l'ouvrage. Voilà, je m'en arrête là. Je remercie une fois de plus le CEFAS, je remercie Frédéric, je remercie Laurent, je refais une bise à Abbès, même s'il n'est pas là, et puis au plaisir de tous nous retrouver pour le séminaire prochain, dont je pense que vous allez peut-être nous dévoiler le lieu et la thématique. Merci encore, et puis merci à tous, à mes collègues, que je remercie bien sûr, et puis à tous les collègues qui nous ont rejoints sur ce séminaire. Et puis bienvenue à Tunis, à chacun d'entre vous, quand vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Wassila. Je voulais simplement signaler que vous êtes les précurseurs du fait d'éditer des carnets de chroniques du Covid. De son côté, sur le site du CEFAS, vous retrouverez également un certain nombre de billets qui sont des billets en français, en anglais et en arabe, qui sont également des chroniques du temps de Covid qui sont très courts. Hein. Le format est beaucoup plus court que le vôtre, mais il y a effectivement une chronique vue depuis le Golfe. La prochaine séance sera donc le mardi 6 octobre. Nous reviendrons dans le Golfe. Ce sera depuis Abu Dhabi. Et ce sera moi-même qui ferai une séance sur les productions culturelles dans la région Golfe au début de la crise, ayant traité ou reflétant la crise Covid. Merci à tous, merci à Tunis et donc au mois prochain.